Donc, rebonjour à tous et à toutes. Donc, merci infiniment d'être ici en grand nombre et pour votre intérêt pour notre vénérable organisation, le Centre Justice et Foi. Donc, cette journée d'études ponctue un peu, ponctuelle, ponctue pas. C'est le début des festivités, des activités autour de notre 40e anniversaire. Donc, pour toute la période 2003-2024. Donc, suivez nos infolettres, allez sur notre site à l'occasion, vous allez voir ce que l'on fera d'ici, donc le mois de juin prochain. Donc, nous allons poursuivre avec le deuxième volet de cette journée d'études. Alors, qui je suis? Moi, je m'appelle Mouloud Idir, je suis membre de l'équipe du Centre Justice et Foi. Ma collègue Myriam Cloutier, qui vient d'animer le premier panel, est membre de l'équipe d'édition de la revue Relations. Moi, je suis coordonnateur du secteur Vivre Ensemble, que je coordonne et que j'anime avec ma collègue Elodie Kobena, le secteur Vivre Ensemble. Je ne peux pas vous l'expliquer pour ne pas empiéter sur le temps. Allez voir sur le site du Centre Justice et Foi ce que c'est. La discussion donc, je m'apprête à animer, celle-ci, vous l'avez vu dans le dépliant qui vous a été remis Donc, elle a pour titre cette deuxième table ronde, explorer un autre rapport au monde, penser l'écologie au-delà de l'impérialité et du sécularisme. Bon, voilà, donc le titre déjà. Donc, soyez en forme, à l'écoute, parce que ça va être un peu plus abstrait. Une des choses que nous voulons explorer ici, c'est notamment cette chose qui consiste à réfléchir la question écologique. On va essayer de la mettre au crible d'un questionnement sur la part d'impérialité qui est inhérente à la question écologique. Retenez ce mot, la dimension impériale de la crise écologique. Donc, en quoi les relations coloniales qui en découlent constituent un projet économique spécifique? En quoi cela est également porteur d'une forme de vie spécifique, constituée à travers ce que Dali Giroux appelle les découpages ontojuridiques opérés par toutes sortes de dispositifs de dépossession qui caractérisent justement cette impérialité comme régime. Donc on connaît la spoliation, l'expropriation, l'extraction, l'exploitation, la destruction des habitats, donc sont les formes les plus visibles et les plus structurantes que prend donc cette entreprise impériale générale d'accumulation de valeur sous forme de capital. Tout le travail de Dali Giroux vous met ça en exergue. Mais le défi de remettre en question le caractère destructeur inhérent à cette forme de vie capitaliste et impériale dont nous héritons notamment au Québec à travers la Révolution tranquille, ça ne constitue qu'un aspect de la question. Pourquoi? Tout simplement parce que tout simplement cette impérialité, elle est aussi cognitive du fait justement qu'elle limite quelque part notre capacité, je ne vois plus rien, notre capacité à penser à notre rapport au monde. Donc voilà, retenez aussi cette notion de monde, cette notion d'impérialité qui est cognitive, en quoi elle limite notre capacité de penser à notre rapport au monde. Voilà donc ce que nous voulons aussi mettre en discussion pour la dimension impériale de la crise écologique. À celle-ci, nous voulons adjoindre une réflexion sur la dimension maintenant non pas impériale, mais séculariste de cette crise écologique à partir d'une perspective attentive à cette dimension séculariste, mais c'est une dimension que l'on peut éclairer à partir d'un travail que fait beaucoup Mohamed Amer Meziane à travers la dimension écométaphysique qu'il nous invite à prendre en considération. On pourrait même dire que l'écologie est une sorte de métaphysique. Donc cet apport à la pensée écologique vise à explorer si on peut vraiment envisager un rapport alternatif au vivant sans un rapport alternatif justement en réalité métaphysique. Nous ne pouvons en tout cas assumer notre appartenance à la Terre sans prendre au sérieux ce qui l'excède en quelque sorte. Il faut donc peut-être oser remettre en cause la réduction justement du réel à la nature pour que l'écologie puisse cesser de reproduire le naturalisme de la pensée industrielle et productiviste qu'elle critique. La question qui en découle, c'est quelle place laisser à l'invisible, au rêve, ou tout simplement à la place plus large des imaginaires dans cette perspective éco-métaphysique. Le défi que nous voulons poser ici, c'est celui qui consiste à repenser les attachements séculiers modernes au matériel et au visible comme seul lieu du réel et comme seul site d'expérience sensible légitime. Enfin, il s'agira de voir que cette perspective écométaphysique ne peut faire l'économie d'une clarification, bien entendu, quant à une suspicion majeure qui demeure quand on parle dans cette perspective, car toute volonté qui appelle à faire droit à la question métaphysique, surtout quand elle s'appuie sur une perspective critique du sécularisme, c'est toujours une perspective qui demeure suspecte de vouloir restaurer la religion par la porte d'en arrière. Et là, on va clarifier les choses également sur cette question-là. Donc le défi, c'est de modifier nos conditions d'écoute pour sortir d'un rapport extractif à la Terre, mais aussi pour infléchir le poids d'une surdité structurelle, non seulement de l'État, mais aussi de nos corps et nos esprits, en tant qu'ils participent à l'ordre capitaliste et à l'ordre sécularisé,
qui a fait son lit dans les cultures colonisatrices européennes. Alors, pour faire ça, pour répondre à de telles questions, nous avons réuni deux personnes qui prennent à bras le corps ces questionnements, qui ont accepté aussi de répondre aux défis de penser dans cette perspective. Nous sommes d'autant plus heureux qu'il s'agit ici d'une discussion qui se poursuit entre Dali Giraud et Mohamed Amer Meziane, qui ont déjà été mis en discussion dans le cadre d'un important podcast que nous avons réalisé l'an dernier. Vous pouvez le trouver sur le site internet du secteur Vivre Ensemble. Dali Giraud est une, je dirais pas vieille collaboratrice, mais en tout cas une collaboratrice de longue date du Centre Justice et Foi. Elle incarne la jeunesse éternelle de Dieu, donc je n'ai pas de problème à dire. Mohamed Amer Meziane a déjà été personne ressource sur un aspect de ces questionnements il y a 2 ans, je crois, dans un webinaire avec l'anthropologue Hassan Hadj. Je vous les présente tout de suite pour aller vite, donc dans l'ordre de leur intervention. Je présente Mohamed Amer Meziane qui va prendre la parole en premier, qui est Mohamed Amer Meziane, qui est à ma gauche. Tu es vraiment à ma gauche ? C'est pas sûr, hein? Il enseigne la philosophie et l'histoire au département d'études francophones et d'études du Moyen-Orient à l'université Brown, et non pas à l'université du Bronx, à l'université Brown, qui est située à Providence dans le Rhode Island. Avant, il était à l'université Columbia. Mohamed donc a publié en français aux éditions La Découverte en 2021 un livre important que je vous invite à considérer et à acheter, qui a pour titre Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation. Plus récemment, il a publié un livre qui a pour titre Au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique, aux excellentes éditions Vue de l'Esprit, qui sont situées à Bruxelles. Mohamed Amer Meziane est un collaborateur régulier du secteur Vivre Ensemble. Si vous googlez son nom, vous faites Vivre Ensemble, vous allez trouver au moins 2 entretiens qu'il nous a accordés également. Donc Mohamed, je vais être gardien du temps, sans pitié, sans faveur. Il est 11h24, tu as 20 à 25 minutes pour livrer pour notre vénérable auditoire ta réflexion sur cette question. Merci d'avance au nom de mes collègues du Centre Justice et Foi. Merci beaucoup Mouloud et bonjour à toutes et tous. Bon, la première chose que je voudrais faire, bon, il a déjà tout dit comme d'habitude. Et la première chose que je voudrais faire évidemment, c'est de remercier toute l'équipe du Centre Justice et Foi, la nouvelle directrice, l'ancienne directrice, et évidemment Mouloud Edir et Elodie Ekobena. Je voulais simplement, de manière brève, mais néanmoins insistante, dire que ce qu'ils ont créé, l'espace de parole, mais aussi l'espace de réflexion collective qu'ils ont créé collectivement en fait, autour de ce centre est vraiment inédit et assez unique. Je sais, je suis tout à fait conscient de ce que je fais. Et donc, je voulais simplement dire que moi, j'ai effectivement régulièrement collaboré dans ce cadre, mais que ça a participé à la réflexion, non seulement à la mienne, mais aussi, je pense, à beaucoup d'autres chercheurs, parce que ça crée en fait des conversations transgénérationnelles, mais aussi dans différents types de milieux, entre le militantisme, mais aussi le militantisme culturel et au fond, l'université, ce qui est vraiment ce dont on a besoin et qui sont des espaces de plus en plus rares. Donc je voulais simplement rendre hommage à ce geste et exprimer l'honneur que vous me faites encore une fois avec cette invitation. Donc voilà, je vous remercie. Bon, je me trouve dans une situation qui est délicate dans la mesure où non seulement il a déjà tout dit, mais il a en plus employé des concepts sans me demander, qui sont des concepts que, effectivement, j'ai essayé de développer. Donc je vais essayer assez modestement et étape par étape de présenter ces concepts et d'essayer de les situer par rapport au disons, à l'état actuel de la pensée écologique disons, telle qu'elle se déploie aujourd'hui en Occident et ailleurs. Bon. Et pour ce faire, je vais commencer par un exemple. Vers 1800, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, les mineurs anglais avaient, j'ai envie de dire, encore peur de descendre dans les mines.
Alors pourquoi? Dans ces mêmes années, Robert Boyle, donc, qui est le fondateur de la chimie moderne, a en fait commissionné une étude pour essayer de vérifier si oui ou non il y avait des démons dans les sous-sols. Début du 19e siècle. Évidemment, ceux et celles qui étaient effrayés par ces démons n'étaient autres précisément que les mineurs. Ce qui signifie que le rapport, je ne parle pas à la nature, c'est-à-dire je ne dis pas aux plantes et aux animaux ou à ce qui nous environne, mais ce qui est et ce qui existe sous nos pieds. Sous nos pieds. Donc on ne voit pas, mais sur lequel nous marchons. Que ce rapport, en fait, quelque chose de... Qu'est-ce qu'il y a de plus matériel que cela? En fait, ce rapport au sous-sol a été transformé et médiatisé par des questions que je vais essayer d'appeler effectivement métaphysiques, alors même qu'elles sont plus matérielles que la matière, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça signifie? Et on trouve en fait d'autres exemples de cela. Ça signifie qu'avant le déploiement de l'extractivisme, un autre rapport bien évidemment à la nature et à la terre, mais un autre rapport au souterrain et à ce qui excède le monde existait ou prévalait. D'autres exemples, en fait, peuvent être mis en rapport avec ce dont je parle, qui est, au fond, le début du 19e siècle, en Angleterre, qui n'est pas un lieu anodin, dans la mesure où c'est un des lieux de déploiement de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme fossile. D'autres exemples se trouvent. On les trouverait aujourd'hui si on allait voir un certain nombre de mineurs en Bolivie, qui considèrent la mine comme une entité non seulement vivante, mais une entité aussi, et c'est souvent ce qu'on oublie, spirituelle. Entre les deux, il y a un certain nombre d'archives étranges. Je pense à une d'entre elles qui fait partie de l'histoire coloniale, si vous voulez, ce que les Français ont appelé l'Indochine, et qui met en scène, ou plutôt le discours est celui d'un administrateur colonial français, qui fait un rapport consistant à dire qu'il y a un mandarin qui s'oppose à l'exploitation d'un gisement de charbon, en disant que si on exploite ce gisement de charbon, en vérité, on va réveiller la mine, puisque la mine n'est rien d'autre qu'un dragon. La mine, le corps de la mine, c'est la peau du dragon. Évidemment, en l'occurrence un chargé d'affaires, mais bon, bref, il fait partie de l'administration coloniale, dit... À un moment ou à un autre, on se débarrassera de ce qu'il appelle la superstition du dragon. Ça veut dire plusieurs choses. On peut tirer tout un tas de conséquences, et c'est ce que je vais essayer de faire de cet exemple, de cette multiplicité d'exemples. Donc vous voyez qu'ils se parlent entre eux d'une certaine manière à différents endroits de la Terre, l'Asie, l'Amérique, l'Europe. Et alors, ce que ça montre, c'est quoi? Ça montre que si vous dites, évidemment, qu'il n'y a pas de dragon sous la Terre, vous n'avez pas une position neutre. Ça a l'air d'être rationnel, ça a l'air d'aller de soi. Mais en fait, en vérité, si on regarde où ces discours prennent place et s'énoncent, vous avez la position de l'administrateur colonial. Si vous dites le dragon existe, vous n'avez pas beaucoup plus de preuves pour ça, et en plus, vous le faites à partir d'un discours rapporté, qui est précisément ce même discours, c'est-à-dire la manière dont le discours colonial voit ce qui n'est pas lui. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? La troisième chose, qui est probablement la seule chose critique, scientifique, entre guillemets, que vous pouvez dire, c'est que la seule possibilité, ou plutôt une des conditions de développement et de déploiement de ce qu'on appelle l'extractivisme, ne serait-ce que par l'accès au sous-sol et par le fait de se donner le droit d'exploiter certaines de ces ressources de manière évidemment intensive, c'est précisément de dire on est sûr que ça n'existe pas. En d'autres termes, le fait de transformer, si vous voulez, de désenchanter le rapport au sous-sol, d'extraire la dimension métaphysique de cette dimension physique, si vous voulez, ou de ce qu'on appellerait la nature, que ça, c'est une condition d'émergence de ce qu'on appelle l'extractivisme. Ça, vous pouvez le dire. Ça ne veut pas dire que vous dites que le dragon, il existe.
Ça veut dire que vous ne savez pas s'il existe, mais le fait d'être absolument certain qu'il n'existe pas rend possible quelque chose de très matériel qui est vérifiable, qui est ce qu'on appelle le déploiement de l'extractivisme. Alors, à partir de là, on peut formuler une question. C'est cette question que j'aimerais bien formuler. Partons du mot « modernité », qui est un mot mal constitué, mais vous voyez ce que ça veut dire. Si vous partez du principe que la modernité suppose ce qu'on va appeler la sécularisation, ou le désenchantement, si ensuite vous prenez en compte le fait, et c'est ce qui se passe de plus en plus dans les sciences humaines à la faveur du défi posé par l'Anthropocène et la crise climatique, si on part du principe que la modernité, c'est l'Anthropocène, c'est-à-dire que toutes les puissances modernes, l'État, le capital, etc., ne peuvent plus être envisagées sans prendre en compte leur effet sur l'environnement, et donc la nature, si vous voulez, alors la question qui se pose, c'est quel est le rapport entre cette sécularisation qui a donné lieu à la modernité et l'Anthropocène? Et aussi, j'ai envie de dire, en posant cette question, pourquoi cette question si classique, en un sens, n'est-elle pas posée dans la pensée écologique dominante? Cette question, si je devais la ramasser, je dirais donc qu'il y a un sécularocène. Et alors, d'un point de vue, je ne sais pas comment dire ça, moi, technique peut-être, aucune réflexion, qu'elle soit marxiste, décoloniale, et probablement aucune réflexion réelle en sciences humaines sur les origines du capitalisme n'a pu se passer de la problématique de ce que Marx appelait l'accumulation initiale du capital. Par quoi il faut entendre l'ensemble des conditions d'émergence du capitalisme que le capitalisme ne peut pas expliquer. Pourquoi ? Parce que si vous essayez d'expliquer comment le capitalisme émerge, vous ne pouvez pas dire grâce au capitalisme, puisque c'est ce qu'il faut expliquer justement, comment il émerge. Donc, on parle de conditions extra-économiques du développement d'un système économique qui était aussi, bien sûr, un système social et un mode de vie. L'extractivisme, évidemment, en faisant partie, c'est d'une certaine manière une autre manière de nommer quelque chose qu'on connaît bien. Que ce soit la pensée anticolonialiste ou la pensée marxiste, dans les deux cas, à mon avis, n'a pas suffisamment vu qu'une des dimensions de cette accumulation initiale n'était pas seulement le colonialisme et pas seulement le capitalisme, mais aussi précisément cette sécularisation que je voudrais maintenant nommer impériale. Et j'aimerais bien vous expliquer pourquoi j'essaie de déployer ce geste. Alors, retournons un peu aux exemples, et ensuite, à partir de là, j'essaierai d'expliquer ce que j'essaie de... Pourquoi impérialité ou... oui, impérialité n'est pas la même chose que colonialité. Mais alors, commençons par cette notion d'accumulation initiale du capital. La chose la plus frappante à propos de l'accumulation initiale du capital, c'est la dynamique d'expropriation des terres et de privatisation de ces terres qui rendent possible ce qu'on va appeler d'une certaine manière un capitalisme agraire. Merci. Ce qui conduit et ce qui en fait déploie ce qu'on appelle la logique d'expropriation, c'est fondamentalement la violence d'État. Première remarque, la première chose qu'il faudrait remarquer, c'est qu'à partir du moment où cette violence d'État se met en œuvre, à l'âge classique si vous voulez, la première chose qui se passe, c'est que cet État commence à s'autonomiser vis-à-vis de l'Église de Rome. Donc, il y a une réforme théologico-politique à ce moment-là. Mais il y a une expression qui se met en œuvre à ce moment-là et qu'on va retrouver en fait au fur et à mesure de la constitution des différents États-nations. Cette formule, elle n'a l'air de rien, mais en fait, elle dit beaucoup. Ce royaume est un empire. Alors, ça n'a l'air de rien, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ce royaume est un empire, ça signifie une chose très précise dont les conséquences, en fait, sont assez massives. C'est pas la même chose que la colonialité, c'est pas tout à fait la même chose non plus que le capitalisme. Et sans ça, à mon avis, on ne comprend pas cette espèce de bête dans laquelle nous vivons tous, qui est l'État. Ce royaume est un empire veut dire que, si vous voulez, avant, vous aviez l'Église, les royaumes et l'Empire,
qui est le Saint-Empire romain germanique, qui renaît d'une certaine manière en Occident à partir de Charlemagne en 800, quoi. Des fois, on nous reproche, à nous, des coloniaux ou autres, de dire l'Occident. Évidemment que l'Occident n'est pas une entité homogène d'un point de vue culturel. Une des choses qui définit le fantasme, d'ailleurs, de l'existence de l'Occident, mais comme fantasme, il existe, c'est justement cette impérialité-là. À savoir que ce que signifie l'État, en l'occurrence britannique à ce moment-là, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de respecter cet empire, vieil empire, un peu déclinant d'ailleurs, et d'ailleurs je n'ai plus non plus besoin de respecter l'Église romaine pour opérer une chose, d'être le représentant de Dieu sur terre. Et pour matérialiser le fait de représenter un absolu sur terre, qui n'a jamais eu lieu simplement entre Dieu et la terre, qui a toujours eu lieu entre des humains qui se disent d'être des empereurs et qui, en tant que tels, en tant qu'empereurs, disent « nous représentons le pouvoir de Dieu sur terre ». C'est là que ça naît l'impérialité, si vous voulez. Et jamais les princes, les rois et ceux qui ont en fait donné lieu à cette dynamique d'accumulation qui est aussi la dynamique de l'État, jamais ils n'ont revendiqué ce statut sans avoir aussi revendiqué ce statut, si vous voulez, impérial et avoir revendiqué d'être les successeurs de Rome. Toujours le Christ et Rome. Et ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'au fond, l'empire du Christ, à un moment donné, a eu raison du Christ lui-même, quoi. Et donc cette dynamique-là, elle est très importante. Elle est, si vous voulez, théologico-politique ou immédiatement, pour prendre un autre terme, métaphysique. Voilà. C'est chargé de cette espèce de volonté de réaliser un absolu sur Terre. Ma thèse, si vous voulez, pour le dire simplement, c'est quand vous voulez réaliser ce ciel sur la Terre, vous détruisez la Terre. Il y a des conséquences. Au même moment, ce qui se passe d'un point de vue très matériel, c'est que, donc, je l'ai déjà dit, il y a une expropriation des terres, il y a aussi une expropriation des biens de l'Église, et il y a une expropriation aussi des sous-sols, des souterrains. Et d'ailleurs, l'extraction massive de charbon, d'abord à usage domestique, avant que ça soit utilisé comme une énergie fossile, si vous voulez, elle se passe à ce moment pour un usage domestique, basiquement pour le chauffage. Et que, si vous voulez, ce qui limitait cette extraction massive non régulée d'une certaine manière de charbon, c'était précisément l'Église. La traite transatlantique, la chasse aux sorcières, ça participe des mêmes dynamiques. Tout ça, ça fait partie du même moment, de la même transformation. Et ça se passe, en fait, si vous voulez, bien sûr, pendant le colonialisme, mais la matrice se passe avant le colonialisme. C'est pour ça, si vous voulez, on peut employer la catégorie d'impérialité en montrant que la colonialité est toujours l'impérialité et inversement, et c'est vrai aussi du capitalisme. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez, ce qui se passe en disant ça, si vous voulez, c'est que cette dynamique est encore à l'œuvre, sous des formes différentes, et qu'en vérité, le soi-disant désenchantement, la soi-disant modernité, avec toutes ces injonctions à être rationnel, ou en tout cas à souscrire à une certaine idée du monde, souscrire à une certaine représentation ou place de la religion, disons, dans l'espace public et privé. Elle est liée, bien évidemment, à cette dynamique, on pourra l'appeler de transfert, du ciel sur la terre. Voilà. Et donc, ce n'est pas du tout théologiquement neutre. Et évidemment, ça montre qu'il ne s'agit pas du tout de dire « remplaçons cette civilisation par une sorte de repolitisation de la religion », puisque c'était la question que tu voulais poser. C'est justement, d'une certaine manière, tout l'inverse, à savoir que, d'une part, il n'y a jamais eu de séparation, et qu'en vérité, la dynamique de séparation du pouvoir divin et du pouvoir terrestre est quelque chose qui reste à faire et qui n'a rien à voir avec la sécularisation ou même le sécularisme. C'est pas ça le sécularisme. Au contraire même, pour pouvoir critiquer, remettre en cause une dynamique d'impérialité, vous devez dire
ce Dieu ou cette divinité dont vous vous revendiquez n'est pas de ce monde et par définition, aucun humain au pouvoir terrestre ne peut exercer un pouvoir en son nom. En son nom. Ce qui signifie bien sûr, et c'est ce qui a été beaucoup oublié, qu'il y a toujours une charge métaphysique dès lors que vous destituez un pouvoir terrestre de sa volonté de régner comme un absolu sur la Terre. Donc en fait, d'ores et déjà, si vous voulez, le champ de l'extractivisme, de la politique, qui semble être la plus matérielle, la chose la plus matérielle est déjà chargée de cette question qui semble être métaphysique, je ne dis pas spirituelle. Alors, quelles sont les conséquences de cela parce qu'il y en a évidemment plusieurs des conséquences, mais vu que c'est un panel, enfin une discussion sur l'écologie, j'aimerais essayer de déployer un certain nombre de conséquences concernant le débat sur, disons, l'écologie. Alors, allons-y. Le cœur de la proposition que j'aimerais vous faire, c'est que c'est pas vraiment de dire une nouvelle thèse, c'est de changer un peu les termes du débat. Souvent, on parle en termes de pluralité des mondes et de leur coexistence. Donc, on dit « il y a des mondes ». Je voudrais simplement dire qu'il y a non seulement des mondes, mais aussi des bords de ces mêmes mondes. Et c'est pas tout à fait pareil. Alors pourquoi c'est pas tout à fait pareil? Parce que si vous dites « il y a des mondes », vous présupposez qu'il y a un plan d'immanence qui leur est commun. Les mondes dans le monde, en fait. Mais si chacun de ces mondes vise quelque chose qui fait excès vis-à-vis de justement ce qu'on appelle la nature, et donc le monde, ce qu'on voit, quoi, ce dont on croit spontanément que c'est réel, certitude qui ne va pas du tout de soi et qui a été historiquement constituée, précisément, une des questions qui se pose, c'est comment chaque monde parle, tient un discours, mais aussi crée des rapports avec ce qui excède ce même monde, ou ce qui est à son bord, à sa limite. Ça peut avoir lieu par le biais du rêve, évidemment, ça a lieu par le biais de toutes ces pratiques multiples et variées qu'on a mal réunies sous le terme de religion ou sacré ou spirituel. Parce que la pensée écologique dominante, pour l'instant, s'attaque principalement, à juste titre, au partage entre la nature et la culture, qu'elle fait souvent correspondre au partage entre les humains et les non-humains. Mais si vous ajoutez à cette équation d'autres partages, la critique d'autres partages, religion, non-religion ou religion et sociale, monde invisible, monde visible, vous allez voir autre chose. Je vais prendre un exemple. Vous savez, on parle souvent de droit de la nature. Et on prend pour exemple, parmi d'autres, une loi, la loi qui date de 2017 en Nouvelle-Zélande, qui consiste à reconnaître la subjectivité et la personnalité morale d'un fleuve. Et en vérité, ce fleuve, si vous regardez la loi, n'est pas reconnu comme une entité seulement naturelle. Vous ne donnez jamais des droits à la nature seulement comme la nature. Ce qui est reconnu, c'est le fait que ce fleuve est en fait une entité elle-même vivante, mais aussi spirituelle, c'est marqué dans le texte. Te awa tupua. Et ce que fait la loi, c'est de reconnaître ses propriétés physiques et métaphysiques. Donc métaphysique est en fait une catégorie juridique. Ce n'est pas juste une catégorie abstraite, c'est une catégorie juridique. Ce qui fait que, du point de vue des populations qui non seulement croient, mais se rapportent en fait au fleuve de cette manière, je dirais le fleuve n'est pas la nature, parce que le fleuve n'est pas simplement une entité, si vous voulez, purement terrestre et visible. Et pour qu'elle ait des droits, il faut justement la penser comme étant quelque chose qui est composé
d'entités visibles et de propriétés non visibles. Si on considère, si vous voulez, que cette perspective, qu'est-ce qu'elle nous dit et qu'est-ce qu'elle permet de voir et de faire. Donc ce sera mon dernier point, et j'en avais d'autres, mais on n'aura certainement pas le temps. Donc ce que je voudrais faire comme en guise de conclusion, c'est d'essayer de déplier certains des enjeux, provisoirement en tout cas, de ces réflexions, encore très fragmentaires bien sûr, vis-à-vis effectivement du statu quo de la pensée écologique. Disons pour schématiser que l'éco-marxisme s'en prend au capitalisme, parfois on parle de capitalocène, pour décrire à la fois le problème et ce qui est censé être la solution à cette crise climatique. Vis-à-vis de ce courant, j'aimerais simplement dire que ce qu'on appelle le capitalisme fossile est précisément le produit tardif, en fait, d'une logique d'accumulation qui implique un processus de sécularisation impériale, donc qui est profondément théologico-politique, et pour la même raison, précisément parce qu'il est aussi politique, implique un État fossile. Que la logique de l'État fossile, qui d'ailleurs agit dès lors qu'il s'agit de réprimer ou rendre impossible des mouvements de contestation, précisément de l'extractivisme, c'est lui qui est à l'œuvre. Et cet État n'est pas réductible au capitalisme ou simplement à une domination de classe. Ce n'est pas un instrument de la classe dominante, pas seulement. Il a des rouages que personne ne maîtrise. Si vous voulez, une entité non humaine, voilà, pour le dire, dans les cadres de cette pensée actuelle. L'autre courant, le courant de l'écoféminisme, qui parle parfois d'androcène et qui pointe vers le patriarcat, ce qui est tout à fait juste. La seule question que j'aurais à répondre, c'est qu'en est-il si on considère que la nature n'était ni homme ni femme? Troisième courant consiste évidemment à pointer la logique ou le rôle central du colonialisme dans la crise climatique ou de parfois ce qui est nommé la colonialité. Si cette perspective est la seule perspective, le problème c'est que précisément elle peut conduire à ne pas s'articuler à une réflexion sur la violence d'État et que justement elle a besoin de l'impérialité pour prendre en compte finalement les logiques qui, avant 1492, mènent à 1492, et, si vous voulez, en aval, le fait que l'accélération extractiviste se passe en régime fossile, ce qui n'a lieu qu'au XIXe siècle, après une reconfiguration quasi totale de ce qu'on appelle le colonialisme, qui n'est plus un colonialisme de conversion massive au christianisme, et qui est un colonialisme qui devient réellement une hégémonie mondiale, à partir du moment notamment où l'Empire ottoman et l'Empire moghal, en fait, en Inde, commencent, si vous voulez, à décliner. Donc d'autres régions du monde sont soumises, si vous voulez, à l'extractivisme colonial, mais précisément la nature même de ce colonialisme se transforme, et c'est à ça qu'il faut aussi s'intéresser. Et pour finir, je dirais que le quatrième courant, qui est probablement le courant le plus influent, et qui parle précisément d'anthropocène, ou plutôt qui parle de naturalisme, et parle, si vous voulez, ou plutôt essaie de reconfigurer notre rapport à ce qui est souvent nommé le vivant. Le problème, c'est qu'elle ne s'intéresse qu'au partage de la nature et de la culture, alors que précisément ce partage n'est pas le seul partage. Non seulement il y a le naturalisme, mais il faut aussi nommer précisément ce que nous voulons appeler le sécularisme, qui de ce point de vue-là est une ontologie qui crée justement un certain nombre de partages, non seulement entre le naturel et le culturel, mais aussi entre ce qui est de ce monde et ce qui est de l'ordre des autres mondes, qu'elle réduit bien évidemment à l'irréalité. Dernière chose. Tu as 30 secondes. C'est vrai, mais je vais le faire en 30 secondes, tu vas voir. Autre partage qui me paraît problématique et qu'il faudrait remettre en cause, c'est que souvent, cette logique présuppose que les modernes seraient simplement les occidentaux. Or, il y a des modernes qui ne sont pas occidentaux et qui ne croient pas, si vous voulez, nécessairement à ce partage de la nature et de la culture. Et je vous remercie. Bon, alors vous avez vu que
ça demande beaucoup de préalable, l'introduction à ces notions. Il l'a fait pédagogiquement, schématiquement quelque part. Ça prenait des exemples parce que sinon... Donc, le livre est là, achetez-le pour aller plus loin. Il y a une période d'échange. Tout de suite, je présente Dali Giroux parce qu'il faut enchaîner. Merci Dali de te prêter à cet exercice, de rentrer en dialogue avec ce type de point de vue. J'apprécie énormément, énormément. Dali Giroux est chercheur, essayiste et professeur. Putain. C'est l'âge de théorie politique à l'Université d'Ottawa. Elle s'intéresse à l'articulation entre pouvoir, langage et territoire en Amérique. Elle a publié L'œil du maître, figure de l'imaginaire colonial québécois en 2020, un livre qui a eu un prix dont je ne me rappelle plus, Une civilisation de feu en 2023. Elle a signé de nombreux textes dans la revue Relations. On la trouve également dans le secteur Vivre ensemble. Sinon, de dire que ce livre fondamental et important vient d'être traduit par Jennifer Henderson, Carleton Library Series, McGill Queen's University Press, The Eye of the Master Figure of the Colonial, Québécois Colonial Imaginary. Dali, 20-25 minutes, toi aussi. Merci. Très rapidement, je me joins à Mohamed pour remercier Mouloud et Elodie d'animer cet espace très improbable qui est celui dans lequel on se trouve, où je suis toujours très heureuse de me trouver, puis qui... c'est ça. Il y a toujours des matières de stimulation formidables. Aujourd'hui, moi, l'exercice auquel je me suis prêtée, hein, c'est de faire un commentaire sur, pas la question qui a été posée, mais l'injonction qui nous a été proposée avec cet atelier, explorer un autre rapport au monde, penser au-delà de l'impérialité et du sécularisme, en faisant l'effort de tricoter ma propre pensée avec fais pas tout saut, là, Mohamed, j'ai aussi emprunté tes concepts sans t'avertir, puisqu'ils sont dans la question. J'ai 3 choses à vous dire, puis je vais lire un texte que j'ai écrit. C'est un petit peu dense, là. Vous allez avoir hâte d'aller manger après. Mais accrochez-vous. J'ai passé ma vie à lire des livres que je ne comprends pas. On s'accroche, puis finit par se passer quelque chose. C'est bien dit. Hein? C'est ça. Il faut se forcer, quoi. Il faut se forcer, c'est ça. Je me force, on se force. Formidable. Forcez-vous. Non, voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, 3 choses. Première chose, un petit prolégomène là, sur la question posée, c'est-à-dire sur le titre de l'atelier de la conversation. Donc, la question de rapport au monde et l'invocation de différents possibles quant à ce rapport au monde dans la perspective d'un dépassement de l'impérialité et du sécularisme, ça nous situe bien sûr dans un questionnement là, qui est à la fois phénoménologique et critique. Bon, c'est une grande nouvelle. Mais d'abord, on parle évidemment du monde comme cela qui se présente à la conscience dans sa phénoménalité, c'est-à-dire ce qu'il y a, la réalité en tant que nous sommes capables de nous en saisir à notre manière humaine particulière. Disant ça, déjà, on dit « il y a quelque chose plutôt que rien ». Bon. Voilà, donc esquiver la question qui exige de supputer sur les causes premières. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et ça nous permet de passer à la question suivante, qui me semble plus tonifiante politiquement. Pourquoi ceci plutôt que cela? Et c'est dans cet esprit, me semble-t-il, que s'esquisse l'idée d'un rapport autre au monde qui réfère à la possibilité d'activer, d'induire, d'animer, de produire, hein, reste à voir quel terme serait le bon, par des moyens matériels et des moyens symboliques, rituels, oniriques, quoi d'autre, d'autres modes relationnels entre existants qui puissent inaugurer une autre forme de vie. Donc, un autre rapport au monde pour une autre forme de vie. Déjà, on doit supposer, nous qui sommes visés par cette injonction d'exploration d'un rapport autre au monde, que nous y pouvons quelque chose. Bon. Cela nous situe dans une inévitable historicité, peut-être hégélienne, peut-être messianique, peut-être autre, et il le faudrait sans doute, mais comment y arriver? Toujours est-il que ce rapport autre au monde
ici posé au singulier, s'inscrit dans un horizon politique clairement campé, une contemporanéité. Il y aurait un lieu auquel aspirer, spécifiquement dans cette question, un au-delà, mais c'est peut-être aussi un dehors, peut-être un après, et peut-être un en travers. Encore une fois, il reste quelque chose ici à nommer qui fait débat. Donc, un au-delà de ce qu'on appelle, donc dans cette question, avec Mohamed Amer Méziane, impérialité. Impérialité, c'est-à-dire, si je traduis dans le vocabulaire que j'ai développé dans mes travaux, la forme d'accumulation de puissance spécifique à la modernité coloniale qui s'est cristallisée dans cette figure de l'État-nation et dans cette forme de vie capitaliste, une configuration nécessairement provinciale, mais qui avance sous le masque de l'universalisme, une transvaluation de ce vieux masque chrétien. Alors, l'enjeu de cette question d'un rapport autre au monde, ici, tient de surcroît en ce que l'horizon métaphysique et condition de possibilité de cette impérialité est celui de la destruction de toute métaphysique, dont toute expression sera refoulée indifféremment par les institutions coloniales dans les catégories de superstition, croyance, sorcellerie, traditionnalisme, archaïsme, folklore, culte, mythe, religion, etc. Cette motivation, disons-la donc séculariste de l'impérialité a partie liée à ce que Michael Taussig a appelé l'espace de mort de la souveraineté, où sont cannibalisées les puissances métaphysiques locales, natives, vernaculaires, au service du mythe de l'État européen, en tant qu'il est le moteur politique du processus d'accumulation primitive, originale, et où donc s'opère cette transvaluation hégélienne du christianisme sans Dieu, excusez-moi, opération magique dans laquelle l'islam aura joué, tel que le démontre Amer Méziane dans Des empires sous la terre, un rôle central. Bon, la question posée, elle annonce un programme de philosophie politique assez costaud, quoi. Peut-être même impossible, mais qui néanmoins nous réunit ici aujourd'hui et qui, quelque part, arrive à nommer une certaine espérance qui fonde, malgré les désaccords nombreux et parfois irréparables, qui fonde un agir, à tout le moins un désir d'action. Bon, écologique, décolonial, transféministe, post-marxiste, global, que sais-je. Je ne crois pas que le nom de ce désir doive nécessairement être prononcé. Mais mouvance, mouvement, révolte, résistance, tradition et esquisse de pensée, à la recherche d'une grande politique pour le temps présent. Un temps, suivant les termes de l'anti-métaphysique impériale séculariste que l'on dit apocalyptique, et qu'il s'agirait quelque part, quoi qu'il en soit, de manière urgente, comme une digue de faire sauter. Deuxième chose que je veux dire, à propos de 3 tentatives échouées d'un rapport autre au monde de l'accumulation. Je vais le nommer comme ça. Dans cette condition qui nous est commune, en tant que différenciés dans des rapports de pouvoir multiples, mais participants de gré ou de force du même monde, Marx dit « il n'y a qu'un seul monde ». Ça aussi, bon, pavé dans la mort. Marx dit « il n'y a qu'un seul monde ». Les dispositifs d'accumulation de puissance, à la fois accumulation de valeur sous forme de capital et de pouvoir sous forme de capacité de répression, sont au cœur de ce rapport au monde, de cette activation matérielle et symbolique d'une forme de vie. Disons impérialité et sécularisme, avec ce que cela comporte de racisme, d'exploitation, de marchandisation, de dépossession culturelle, politique, épistémologique, métaphysique, économique. Ce rapport au monde, cette forme de vie, inscrite dans l'horizon d'un projet général d'accumulation. C'est cela qu'il s'agit alors, par cet appel à un rapport autre, de dérailler, ruiner, bricoler, subvertir, dépasser, transvaluer, abolir, démanteler, désaffecter, ruser, dévoyer, réaffecter, neutraliser. Le terme à retenir doit faire l'objet de débat. Et ce débat doit inclure la possibilité de favoriser la poursuite d'actions concurrentes et contradictoires dans ce dessein. Bon, les propositions politiques issues du marxisme et du socialisme au 19e et au 20e siècle apparaissent insuffisantes à l'égard d'un rapport au monde qui serait autre que cette forme de vie qui s'inscrit dans l'horizon de l'accumulation.
dans la mesure où il s'est agi ou bien de mettre l'accumulation de puissance au service du grand nombre producteur, le plus souvent, comme l'a montré Cedric Robinson, l'ouvrier blanc national, ou bien de compenser par une redistribution conditionnelle l'aliénation relative des différentes populations dépossédées par les dispositifs d'accumulation de puissance. C'est-à-dire des services sociaux pour les populations coloniales mobilisées et de l'aide humanitaire pour les populations colonisées et déshumanisées. En aucun cas, ici, l'accumulation comme forme de vie, incluant son programme de table rase spirituelle qui porte le nom de progrès, n'est mise en question. Il n'y a pas dans le marxisme et le socialisme de dehors de l'accumulation apocalyptique, mais plutôt une réaffectation variable, souvent par ailleurs valeureuse, mais sans espoir de celle-ci. Quant au tournant ontologique en anthropologie, s'il inspire une critique de la forme de vie accumulatrice, en contribuant à la création d'un répertoire de rapports autres au monde, repiqué des sociétés traditionnelles, prémodernes ou précolombiennes, où il est possible d'attribuer de l'âme, de l'agentivité, éventuellement de la dignité juridique à des collectifs, agencements non humains, contre cette pauvre pierre sans monde de l'ontologie heideggerienne, Mohamed Amer Méziane, dans Au bord des mondes, montre que le langage dans lequel est formaté ce répertoire de rapports autres reste prisonnier d'un discours rivé au plan ontologique, pour reprendre les termes rivés, pour reprendre les termes employés par Emmanuel Levinas dans sa critique du nazisme en philosophie, qui, tout en rendant visible un certain pluralisme, c'est-à-dire différents peuples opèrent différents découpages qui donnent lieu à différents rapports entre les êtres, récuserait néanmoins la possibilité d'autres réalités, une dimension proprement métaphysique. C'est-à-dire que continuerait de s'exercer une loyauté cognitive à cet apport éthique du refus métaphysique qui fonde le projet occidental moderne. Le monde que nous connaissons, tel que nous le connaissons, par le biais du langage autorisé à constituer le savoir légitime, est le seul plan de réalité possible. Donc le pluralisme ontologique ne serait pas en mesure, ne serait en mesure que de réitérer cette manière de l'impérialité cognitive qui est de rapporter in toto l'esprit à la matière, ce qui existe et ce qui est dans ce monde-ci, sur ce plan-ci, et rien n'existe qui puisse l'excéder. D'autres rapports, si l'on peut dire, ne peuvent constituer un rapport autre. Forme peut-être de forme positive ou positivée de l'épistémologie de l'ignorance propre au suprémacisme blanc tel que l'a analysé Charles Mills. La proposition d'une ontologie processuelle de Leuzienne, qui est néanmoins celle qui va le plus loin dans la remise en question des cadres de production de l'espace-temps apocalyptique, n'arriverait donc pas à prendre appui sur le bord des mondes, pour reprendre la topologie de Amer Méziane, c'est-à-dire à admettre non pas d'autres modes d'existence, c'est-à-dire ainsi des signes qui agiraient dans le monde, qui existeraient indépendamment de la question de leur réalité, mais plutôt plus loin, plus profondément, à accueillir la possibilité métaphysique de plans de réalité autres. Quant à la proposition politique qui allie l'idée de décroissance à celle de création de commun, si elle offre un contre-pied matérialiste conséquent à la logique de l'accumulation généralisée, on peut dire, en prolongeant la critique offerte par Mohamed Amer Méziane, qu'elle se bute néanmoins au fait de devoir, et plus encore de croire devoir, rendre raison de ses fondements et de son caractère réaliste dans le cadre même du langage de la rationalité économique et du droit occidental moderne, c'est-à-dire en se cantonnant à l'intérieur des limites de la métaphysique antimétaphysique de l'impérialité séculariste et de réitérer l'oblitération d'espace-temps autres, d'autres plans de réalité à partir desquels il serait possible, peut-être, d'inaugurer un rapport autre au monde. Donc, si je ramasse la question qui est posée à partir de cette critique des limites impériales et sécularistes du pluralisme ontologique et du marxisme et du socialisme et du décroissancisme, comment donc repenser une critique de l'accumulation qui ne ferait pas l'économie des réalités métaphysiques, mais qui, au contraire, chercherait à laisser ces réalités habiter les espaces de parole, quels qu'ils soient? Comment donc rompre le charme? Troisième chose, et dernière, courage. À la recherche d'une jonction entre une critique de l'économie politique et une critique de l'économie spirituelle.
Les dispositifs d'accumulation de puissance forment un continuum machinique par lesquels se réalisent ces formes visibles que sont l'État et le capital et qui définissent la forme de vie qui est la nôtre, qu'on l'embrasse ou qu'on la subisse, qu'elle nous tue ou qu'elle nous propulse. Elle ne manque pas de faire les deux à divers degrés, car il y va d'une forme de vie dont l'horizon est explicitement écocide, espace-temps, disions-nous, apocalyptique, autoréalisateur, destinal. Se rapportant à la critique du mythe libéral de l'accumulation primitive ou accumulation originale chez Marx, qui nous propose une histoire critique de la mise en œuvre de la forme moderne, c'est-à-dire capitaliste de l'accumulation. Rappelons que Marx y démontre que la condition de possibilité de l'accumulation capitaliste repose dans ce qu'il appelle la séparation du producteur et des moyens de production par des moyens politiques, c'est-à-dire, pour déjà opérer une translation épistémologique, une séparation décrétée de la vie et des sources de la vie. Cette séparation par laquelle les terriens se prolétarisent et par laquelle la terre devient une marchandise requiert une politique systématique de destruction de ce que j'appelle les usages, c'est-à-dire cette extension indéfinie et proliférante, gratuite, des gestes, des pratiques, médiation, interprétation, savoir, bricolage, rituel, intercession, cosmologique, qui permettent de vivre, de soutenir la vie, de lier le vivant et la terre. Donc de se nourrir, de se loger, se vêtir, s'éduquer, se soigner, rêver, prendre des décisions collectivement. Il faut dire à ce titre que cette destruction programmée mérite le qualificatif de terroriste, puisqu'elle s'attaque aux sources de la vie pour soumettre et mobiliser le vivant en son nom dans le cadre d'un décret général d'accumulation, l'Occident moderne. La possibilité même de l'accumulation repose sur la destruction perpétuellement recommencée de ce continuum des usages, de cette gratuité, y compris la destruction de ces modes de fréquentation du bord des mondes, dont l'existence n'est plus attestée que sous la forme de la barbarie, du folklore, du romantisme, ou, semble-t-il, c'est le mieux qu'on puisse faire, sous la forme du dispositif ontologique exotique. La destruction des usages serait, dans le cadre de la discussion qu'on a ici, le volet performatif de cette épistémologie de l'ignorance dont l'un des noms, suivant Mohamed Amer Méziane, est sécularisme. Les marxiens ont bien démontré que l'accumulation primitive n'est pas historique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas primitive ou originale, mais qu'elle est une fonction politique constante du capitalisme. Ce que j'appelle les usages, ce continuum baroque constitutif d'un rapport nutritif à la terre, il doit faire l'objet d'une destruction continuée, itérative, systématique, automatisée. Cela, au fond, il faut bien le constater parce que les usages sont indestructibles. Ils coulent de source. Et dans un certain ordre de réalité, mais lequel, ils échappent à la cannibalisation absolue dont ils sont l'objet perpétuel qui définit notre forme de vie. En ce sens, on pourrait dire que les usages hantent le capital, comme la dépense hante l'accumulation et comme la métaphysique hante la république technoscientifique. Le continuum indestructible des usages, que l'on pourrait qualifier pour faire très vite et plutôt mal d'espace-temps de la tradition, est peut-être un point d'appui pour le basculement de ce rapport au monde que produit l'entreprise généralisée d'accumulation de puissance sous la forme de capital et sous la forme de répression. Je dis basculement d'un rapport écocide au monde plutôt qu'opposition ou résistance à, plutôt que défense contre, parce qu'ériger la tradition contre le sécularisme risque d'être encore une manière de reconduire les coordonnées politiques, économiques et spirituelles de l'impérialité. Il ira alors d'une opposition des mondes, justement, tels qu'ils auront été définis par les nécessités de l'histoire euro-américaine moderne comme une forme achevée, ou plutôt comme une forme finale de l'humanité. Plus encore, il s'agirait d'appeler une révolte spirituelle qui ferait l'impasse sur une nécessaire et largement inédite articulation de la critique de l'économie politique dans un horizon de démantèlement des accumulateurs de puissance et ainsi que la nomme Mohamed Amer Méziane, d'une anthropologie métaphysique ou peut-être ce qu'on pourrait appeler justement une critique de l'économie spirituelle. Comme l'a dit Walter Benjamin, le danger face au mythe du progrès, c'est de confondre les moyens de l'action et la puissance d'agir.
Alors, le retournement du problème de la séparation du producteur et des moyens de production vers cette question de la destruction des usages est déjà peut-être une manière de laisser d'autres réalités habiter les espaces de parole, les lignes d'expérimentation, les solidarités, y compris les plus exigeantes, qui offriraient à tâtons, par surprise, par 10 minutes, par hospitalité, par contingence, par contiguïté, un bord. Ils offriraient un bord ou des bords à partir duquel contaminer, troubler, ensemencer, ruiner et ou abolir l'espace-temps apocalyptique de l'impérialité. Cette forme de vie inédite ou cette forme de vie où, à une échelle inédite, on tue pour vivre. Déjà, il est possible d'envisager dans cette perspective quelque chose comme une géopolitique des usages, le long des routes, le long des fleuves, du cœur jusqu'aux marges des accumulateurs de puissance et depuis les sous-sols excavés jusque sur les plateaux d'accumulation les plus abstraits, là où ce qui est nommé et dont le nom fait alors écran, improductivité, traditionnalisme, résistance au changement, désœuvrement, refus du développement, dévitalisation, archaïsme, mais aussi détournement, dilapidation, inutilité, stérilité, ludisme, DIY, désaffectation, dommage, rêve. Par où il s'agirait de faire apparaître les coordonnées non pas d'une internationale, mais de quelque chose comme une interminimale, celle des usages bigarrés, contradictoires et expérimentaux et anciens, qui non pas se dressent contre l'impérialité, mais s'y inscrivent en travers, qui travaillent avec les moyens du bord, à la fois à l'intersection de ce qu'il y a et qui permet de vivre ces imprescriptibles usages, et aussi ce bord des mondes qui se fréquenterait depuis n'importe quel repli de la topographie impériale, pour créer et partager et susciter d'autres savoirs, pour arriver à parler un langage et poser des gestes animés par l'effectivité d'un rapport autre au monde, ou pour le dire de manière malheureusement énigmatique, là où la richesse serait comprise au sens ancien comme un droit et non comme un bien. Se mettre en marche à bord et au bord vers une idée de la richesse comme inaccumulable. C'est tout. Merci infiniment. Il est quelle heure? On a jusqu'à 13h moins quart pour échanger. Vous avez vu ce que ça met en chantier. Vous avez vu quels sont les fondements sur lesquels reposent ces deux présentations. Alors, on va prendre 3 personnes qui interviennent à la fois. Ouais. Alors, sécularisation et capitalisme, bien sûr, l'idée n'est pas de dire qu'ils ne coexisteraient pas, ils coexistent évidemment. L'idée est simplement de dire qu'en coexistant, ils ne deviennent pas la même chose. Et l'autre idée, c'est simplement de dire que... Ouais. Donc ça ne vient pas avant au sens où il y aurait une origine et c'est évidemment un processus qui est permanent en fait, mais l'idée c'est simplement de montrer cette dimension-là des choses et de nommer le fait que ça s'inscrit dans des processus qui sont d'une certaine manière plus longs. Alors l'idée c'est pas de quitter le domaine de la critique du capitalisme, c'est plutôt de la reconfigurer et de prendre en compte certaines dimensions qui ne sont pas forcément prises en compte pour des raisons historiquement liées au fait que chez Marx, ce qu'il appelle la critique du ciel serait la condition de toute critique, ce qu'il dit dans un écrit de 1844. Et en fait, tout ça vient aussi du fait de remettre en cause ce qu'il... pas forcément tout ce qu'il dit, mais cette matrice-là. Ce qui signifie quoi? Ça signifie qu'en gros, chez Marx, il dit que la critique de la religion est la condition de la critique de l'État et du capital. Ce qui fait, par exemple, qu'il transfère certaines notions comme l'aliénation, qui sont plutôt des catégories qui ont servi à critiquer la religion, il les transfère au capital en disant, voilà, le travail nous aliène, quoi. Ce qui n'a l'air de rien, mais qui fait partie de tout un dispositif. La seule chose que j'essaie de dire, d'une certaine manière, en réponse, c'est pas vraiment contre, c'est de dire, ok, mais si on est vraiment matérialiste, en quoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la critique de l'État et du capital est la critique de toute la condition de toute critique de la religion ou des religions?
Vous inversez le dispositif. Ça veut dire en gros que ce qu'on appelle religion est toujours économiquement, socialement, historiquement situé. Et donc vous faites une critique matérielle, pas en disant telle religion conduit à telle conséquence néfaste, mais vous dites telle religion est en fait liée à un contexte sociopolitique bien déterminé, et dans ce contexte sociopolitique, on peut évidemment critiquer ces phénomènes. Il y a toujours des phénomènes socio-religieux et jamais la religion, vous voyez. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne critique pas les religions, vous voyez. Bon, ce qui probablement était... donc la référence qui a été mentionnée par le jeune homme en dernier, évidemment, est une critique... Enfin, bon, en fait, je comprends l'objection derrière la mention, c'est-à-dire, tout ça, c'est déjà vu, c'est du traditionnalisme, etc. Et alors, justement, moi, je ne suis pas dans une dynamique de réenchantement au sens strict du terme, parce que précisément les coordonnées du réenchantement dominantes, ou les coordonnées, je pense que ça a été très bien dit par Dali, de la réactivation du traditionnalisme contre la modernité, ça fait partie des coordonnées du problème. Donc moi j'essaie de faire une double critique, à savoir à la fois, si vous voulez, de la modernité, mais aussi de la manière dont on a cru s'en débarrasser. Voilà. L'antimodernisme ou l'antimodernité, qui est aussi une tradition occidentale à problématiser. Et elle n'est pas à problématiser seulement parce qu'elle est occidentale. Elle est à problématiser parce qu'elle a donné lieu à des choses très problématiques. En d'autres termes, le néo-occultisme, etc., ou même une certaine forme de néo-traditionnalisme, peut faire complètement partie des coordonnées, si vous voulez, de cette anti-métaphysique. Par exemple, quand vous dites que le christianisme, c'est d'abord et avant tout les valeurs chrétiennes, voilà, et que vous le culturalisez en identifiant à l'Occident. Voyez, bon, ça, c'est hyper problématique. Voyez. Il y a d'autres exemples qui peuvent se trouver dans d'autres traditions. Dans le cadre de l'islam, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on peut identifier l'appartenance à telle ou telle tradition à un État-nation? Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur des religions, mais qui est un effet de sécularisation, si vous voulez, parce qu'on va réduire une appartenance, si vous voulez, métaphysique et ouverte, à quelque chose qui a un dispositif, qui est l'État-nation, et qui en fait est un rétrécissement, si vous voulez, à la fois politique, et un rétrécissement qui est aussi spirituel, et qui peut être critiqué de l'intérieur, si vous voulez, de l'espace traditionnel. Dernière chose, et j'arrêterai ici, effectivement, la notion de pluriversalisme qui circule beaucoup, qui vient plus ou moins de la critique, de la théorie décoloniale latino-américaine. J'ai un peu de temps ou pas ? Pas plus qu'un autre, hein? Non, j'ai bien compris. Non, c'est parce que j'essaie de ne pas me lancer dans quelque chose qui serait trop rapide. Et puis, je sais pas quoi. J'arrive. Non, évidemment que c'est proche. Mais cette notion, à mon sens, hein, de mon point de vue, ne me satisfait pas totalement. Il faudrait faire la généalogie de cette notion qui vient d'un auteur qui s'appelle Abdelkebir Khatibi, qui est très peu connu, mais qui est cité par les latino-américains, qui est à la fois un auteur assez génial et un auteur assez problématique. Alors, je vais vous le dire, non, génial, hein, d'abord, avant d'être problématique, mais il y a certaines choses qui sont des présupposés de cette notion. En gros, pour le dire d'un mot, je ne pense pas que la notion de pluriversel sorte ou s'extrait totalement, si vous voulez, du pluralisme ontologique. Et la question n'est pas tellement de passer de l'unité au pluriel, la question est de savoir de quel pluriel on parle. Voilà. La nature du pluriel, pas juste de l'un au pluriel. Et l'idée selon laquelle, si vous voulez, en fait tout ça, c'est lié à une tradition, si vous voulez, dans la philosophie occidentale et d'autres aussi, hein, qui est celle, et ça va paraître abstrait beaucoup, de l'un. L'un, c'est pas bien, mais dès qu'il y a du pluriel, c'est bien. Et en fait, alors, en soi, c'est généreux et je suis d'accord. Et voilà, c'est ça. Bon, en soi, bien sûr que j'ai envie d'être d'accord et je suis d'accord sur disons, l'orientation générale, mais je dis juste que ça suffit pas en tant que tel, c'est tout, lié au fait, notamment, que je pense pas que le pouvoir, que ça soit du capital, de l'État, etc., et ça, c'est quand même ce qu'on doit à Foucault, malgré tout, fonctionne de manière
de manière proliférante et de manière multiple. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des sociétés démocratiques libérales où le pouvoir fonctionne parce qu'il est simplement homogène et homogénéisant. C'est une part de son pouvoir, mais une autre part est justement de se disséminer de manière, si vous voulez, multiple. Voilà. Désolé, Mohamed, désolé. Non, mais j'avais fini, il n'y a pas de problème. Non, mais je sais bien ce que tu pourrais ajouter, tout ça. Donc, la critique qu'il opère, pour ce que je comprends ici, ne s'élance pas contre le matérialisme, mais elle vient l'enrichir, elle vient le prolonger. Oui. C'est un élément important. Dali? Mais j'ai pas tant de choses à dire, mais... Ah ouais? Mais c'est-à-dire, Ricardo, c'est ça, je pense que tu as dit certaines choses que j'essayais de susciter là, dans la discussion. Alors, le capitalisme est un carcan, une vie qui est déjà là, puis c'est vrai, c'est le motif de Empire, là, de Négri et Hart notamment, tu sais. Mais c'est ça. C'est que je trouve qu'on est embrouillé quelque part, puis on ne va pas régler ça aujourd'hui, mais je le mets sur la table pour qu'on réfléchisse tout le monde à cette question. Est-ce qu'il y a plusieurs mondes ou est-ce qu'il y a un monde? C'est quoi un univers? C'est quoi un plurivers? De quoi on parle? Puis je réfléchissais de manière très concrète là, dans la discussion qu'il y a eu ce matin avec les luttes à Rouyn-Noranda puis dans Hochelaga. Parce qu'il se faisait toutes sortes d'énoncés comme ça qui passaient d'une vision à l'autre. Puis il y a quelque chose qui n'est pas problématisé puis qui m'intéresse. Puis je pense, Ricardo, ta question le soulève. C'est-à-dire, on dit par exemple Raymond Logistique et son monde. Mm-hmm. Donc il y a un monde puis notre monde, on opposerait notre monde à ce monde. Puis on a tendance à le penser comme ça. Puis je me dis... En tout cas, ça fonctionne, puis je pense comme ça aussi, mais je me dis, mais comme si ce monde-là n'était pas le nôtre. Elle vient d'où la pinte de lait du lait que vous avez mis dans vos céréales le matin? Raymond Logistique, c'est notre monde. Et donc, comment on fait pour réconcilier ça dans la pensée? Puis je pense que si on n'arrive pas à casser ça, donc cette question, puis après ça, Raymond Logistique, il dit « Grâce à moi, le soya de Saint-Hyacinthe sera grâce à toi. » Puis là, nous, c'est pas Raymond Logistique. Puis après ça, quand on parlait de la mine à Noranda, on dit, tu sais, une phrase, c'est un lapsus quelque part, mais on est une fonderie de cuivre. Tu sais? Mais oui, c'est ça aussi. Donc, c'est-tu notre monde ou c'est pas notre monde? Je pense qu'on le sait pas parce que ça glisse constamment. Fait que ça, c'est un aspect de la question. L'autre aspect, c'est et donc, moi, je médite cette phrase épistémologique de Marx, il n'y a qu'un seul monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Est-ce qu'il y a un dehors, ou c'est ça, un en deçà, ou un... Puis j'essaie quelque part, en parlant des usages comme un imprescriptible, c'est-à-dire, bien sûr que la vie va vivre, là. On peut l'empêcher de vivre, on peut la couper des sources de vie, mais ces usages-là, ils sont imprescriptibles parce que la vie va vivre, quoi qu'il en soit. Et donc, il y a quelque chose. Puis là, en disant ça, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de chercher, disons, une matière qui est animée par un esprit, au fond, parce que c'est quoi l'éternel? Qu'est-ce qui est éternel dans les usages, dans la vie qui veut vivre quelque part? Puis comment, c'est-à-dire... tu sais, puis c'est pas la question, donc c'est pas si on croit à autre chose, si on fait d'autres découpages onto-juridiques, on va vivre autrement. Tu sais, on sauterait d'une... Tu sais, puis on en fait un enjeu de croyance. Mais c'est complètement idéaliste, là, comme je veux dire, y a pas on n'est pas capable de penser la matérialité quand on fait ça. Et donc, je pense que sous cette question de monde qui n'est pas réglée, il y a aussi, pour moi, cet enjeu-là, de l'esprit de la matière, c'est-à-dire... pour le dire de manière un peu, encore une fois, obscure, comment nous habitons, c'est surtout comment on est habité. Puis comment on travaille ça, quel langage on se donne pour travailler ces choses-là. Ou c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on active dans des gestes, c'est-à-dire des usages, et comprenons alors la manière dont on parle aussi comme un geste et comme un usage. Merci. Cette question-là de la pluriversalité, elle a déjà été portée ici au Centre Justice et Foi. J'ai en tête un important webinaire qu'on a réalisé il y a quelques années avec Enrique Dussel. C'est
c'est une occasion, peut-être Emiliano, de rendre hommage à notre défunt collègue Agustin Nicolaou. Donc ça se retrouve sur le site internet du Centre Justice et Foi. Ça a été une question qu'on s'est appropriée. On est rendu là où nous sommes aujourd'hui, qu'on pense au bord des mondes. On a déjà pensé au-delà de la question de l'universalisme critique, le pluriversalisme, on est passé par là aussi. Ça se retrouve donc sur notre site internet. On retourne donc à la salle pour 3 autres questions. Je vais partir de ce que Dali aussi a dit en dernier, parce que ça m'a fait penser à quelque chose, et d'une certaine manière, ça répond à... J'espère que ça peut répondre à certaines questions, en tout cas. Il y a une partie de ce que j'aimerais bien questionner, quoi, qui consiste à remettre en cause. Remettre en cause veut dire interroger. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que vous critiquez les personnes qui le font, mais interroger un cadre de pensée qui est le nôtre et qui consiste à organiser, si vous voulez, la pensée écologico-anthropologique autour d'une sorte de binarisme plus ou moins implicite, mais qui fonctionne comme tel, c'est-à-dire les modernes occidentaux d'un côté, donc, qui sont extractivistes, qui séparent le non-humain et l'humain, etc., et de l'autre côté, les animistes, serait l'altérité radicale, animiste, donc qu'on considère, alors que soit qu'on étudie à travers des ethnographies de certaines populations amazoniennes, etc. Bon. Alors, je ne dis pas que ce qui se passe là-bas n'est pas intéressant. Beaucoup de mes camarades et amis rappellent à très juste titre que l'Amazonie fait aussi partie est colonisée par la France. Donc, ça fait par exemple partie de ce qui nous concerne. Et je ne voudrais pas remettre ça en cause. En revanche, ce que je questionne, c'est le fait qu'entre ces deux pôles opposés, il y a énormément d'autres traditions, civilisations et d'autres questions qui se posent, quoi. Et qu'est-ce qui se passe si on intègre d'autres expériences à travers nos débats et précisément notre perception du pluriel ou du pluralisme. Donc moi, j'ai juste envie de sortir de ce binarisme et évidemment de prendre en compte d'autres types de traditions. Enfin, moi, j'ai toujours été frappé par le fait que parfois, chez des anthropologues, des traditions aussi importantes, en fait, que, je ne sais pas moi, le bouddhisme, mais le christianisme lui-même, en fait, il est souvent interrogé que comme la méchante origine de l'extractivisme, très souvent. Bon, ce qui me paraît être très réducteur, même d'un point de vue chrétien, mais bon, tradition bouddhique, tradition évidemment soufie, /musulmane, même le judaïsme pas tellement présent, etc. Et j'ai toujours été un peu frappé par cette espèce de réduction à quelque chose d'assez binaire. Donc ça, c'est la première chose. Et évidemment, une fois que vous faites ça, vous êtes obligé, entre guillemets, de ne pas penser simplement la pluralité des mondes, mais voilà ce que j'essayais d'appeler le bord des mondes. Bon. La deuxième chose, l'implication qui consiste à dire, oui, l'expérience de la modernité n'est pas que, si vous voulez, occidentale. Les implications sont multiples. La première, c'est évidemment de dire que, et c'est pour répondre aussi à une des objections qui a été faite, c'est de sortir du cadre, si vous voulez, consistant à dire qu'une alternative à cet extractivisme est nécessairement, si vous voulez, anti-moderne en tant que telle. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît un petit peu compliqué. Et après avoir été influencé aussi par des auteurs, à mon avis, hyper importants, qui ont pu donner un petit peu dans ce type de tradition ou de traditionnalisme versus modernité. Le problème, c'est que si vous regardez précisément que le fait que l'existence, si vous voulez, politique des Suds est liée à des mouvements de libération, pas tout à fait la même chose que juste la liberté des modernes, là, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe que simplement d'un côté les traditionnels et puis de l'autre côté les modernes, quoi. Et si vous dites les mouvements de libération et la constitution d'États souverains dans les régions non occidentales, c'est simplement la réplication de la modernité, vous êtes en train de tenir un discours qui a été en plus historiquement colonial. Donc je ne maîtrise pas l'ensemble des implications, mais l'idée est de faire droit quand même au fait que y a ce type de dynamiques qui sont, si vous voulez, à l'œuvre. Bon, mais ceci dit, j'ai dit ça aussi pour remettre en cause, si vous voulez, une sorte
d'appareil conceptuel, mais au fond, je n'y crois pas tellement à la question de la modernité. C'est-à-dire le concept lui-même, il est trop faible, il est trop vague, et il faut changer les termes du débat. Impérialité, à mon sens, en fait partie. Sécularisation aussi, mais il y en a d'autres, évidemment, qui permettent, capitalisme, bien sûr, mais qui permettent voilà, de parler de choses plus précises. Parce que moderne, non moderne, on ne va pas aller très loin avec ça, à mon avis. Ensuite, la question du monstre. Comment ? Oui, mais il y a effectivement beaucoup et beaucoup de questions et je ne vais pas répondre, je vais essayer juste de penser avec vous et je vous remercie de vos questions et je suis sûr que Dali aura beaucoup d'autres choses à dire. Ce que vous dites par rapport au monstre est assez intéressant, j'y avais pas pensé comme ça, mais je pense que c'est en partie ce qui se joue et je suis très content du fait que vous, à partir d'une lutte bien déterminée, vous montriez en fait l'aspect non métaphorique de ce que ça veut dire que de nommer un monstre, quoi, si vous voulez. Et ça, je trouve que c'est important. Et ça va plus loin que simplement le fait de dire nous devons redevenir animistes. Une petite anecdote simplement qui me vient à l'esprit, et si je ne l'ai pas dit, j'aurais l'impression de ne pas avoir dit ce que je voulais dire. C'est une anthropologue d'ailleurs qui est une amie et qui a fait un travail que moi je trouve remarquable, qui s'appelle Barbara Glausewski, qui une fois m'a dit quelque chose, parce que ça fait très longtemps qu'elle travaille avec des aborigènes, des populations aborigènes d'Australie et ailleurs aussi. Enfin, elle a une expérience de terrain qui est remarquable. Bon, elle m'a dit une fois, parce que j'en avais parlé de tout ça avec elle, et elle a été très ouverte à certaines de mes critiques, de mes questionnements, etc. Bon. Et elle m'a dit, tu sais, une fois, on avait invité des personnes amazoniennes, etc., à venir parler dans un colloque, et tout le monde était en train de leur demander, mais quelle est la solution, comment peut-on redevenir animiste, etc. Et ce qu'ils avaient dit, c'est la chose suivante, c'est qu'ils avaient dit... mais ok, très bien, mais la chose la plus importante, c'est que vous regardiez dans vos traditions, en vous. Regardez en vous. Voilà. Et c'est intéressant que, si vous voulez, des personnes qui sont imaginées comme faisant partie du lointain ou d'une sorte d'altérité viennent pour dire oui, nous sommes alliés, mais nous serons d'autant plus alliés si vous regardez à partir de qui vous êtes, au lieu d'essayer justement, parfois de manière extractiviste, à essayer de prendre ce qui nous arrange dans des cultures dites autre. Et pour le faire, il ne faut pas parler sur un plan. On ne peut pas parler sur un plan qui est juste la communication des cultures. Les cultures, entre guillemets, où les langues se parlent, à un endroit où justement, ce sont les réalités dont elles parlent qui communiquent entre elles, parce qu'on est justement à un plan auquel on ne peut avoir accès qu'à travers le langage, mais qui en tant que tel n'est pas simplement juste de l'ordre du culturel. Non, on a déjà dépassé de 15 minutes. Allez, vas-y. OK, rapidement. Cette notion d'espace-temps, je dirais, c'est mon handicap processualiste, peut-être, à la pensée. C'est-à-dire que c'est une notion très performative, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on active par les gestes, par les usages ou par notre adhésion au régime de destruction des usages. C'est bon. Et donc, autrement, l'espace-temps, c'est une manière de nommer la manière dont on habite, qui n'est pas simplement une manière... c'est ça, on habite la modernité, on habite un continent ou un État. Et donc, quel espace-temps s'active dans nos gestes? Puis dans Civilisation de feu, ce que j'ai essayé d'explorer, c'est cette notion de vitesse fossile. L'espace-temps du pétrole, en disant le problème, c'est pas notre rapport ou notre dépendance au pétrole, le problème, c'est pas le pétrole, le problème, c'est la vitesse à laquelle cela nous a rendu, la vitesse par laquelle on vit, à laquelle on s'identifie. Elle n'est pas négociable, cette vitesse-là, à l'heure actuelle. Elle n'est pas négociable. Donc, c'est pas le pétrole, le problème. Même, je dirais, le problème serait peut-être l'interdit de cette possibilité de penser à l'esprit du pétrole ou à une pétro-spiritualité. On n'a pas de rapport au pétrole, on a un rapport d'identification morbide à la vitesse fossile. Donc, style de vie, identité occidentale, tout ce discours des valeurs là, depuis 20 ans, moi, je trouve qu'il y a beaucoup à voir avec ça. Puis dernière chose, rapido. Je t'en prie. Oui.
J'aurais des choses à dire sur les monstres, mais c'est un beau sujet sur la question... Oui, c'est là que je vais. Cette question de l'imaginaire politique. Mais donc, merci Marie-Christine à moi de t'hommager parce que, bon, la vie contre la violence, c'est-à-dire cette chose qui nous relie, c'est-à-dire on se relie contre ce qui nous tue. C'est ça, ce motif de vie. Donc, c'est peut-être en ce sens-là que, tu sais, oui, il peut y avoir la dérive pro-vie, je sais pas quoi, mais c'est contre ce qui nous tue. Ça m'apparaît assez puissant parce qu'il y a une analyse très élaborée là-dedans de cette manière qu'on a d'habiter. Et donc, ce qui nous relie, c'est vrai que c'est des imprescriptibles. C'est quoi la vie? Bon. Et moi, ça m'intéresse, ces imprescriptibles-là. Celui qui m'intéresse, le plus léger peut-être, c'est depuis la grève de 2012, là, cette revendication de gratuité. La gratuité. La gratuité, c'est un imprescriptible. Tout pourrait être gratuit tout le temps, là. C'est éternel. Donc il y a une idée de don là-dedans qui a relié les gens, puis qui était une demande absolument inabordable pour le régime. Et la gratuité, c'est la vie, quoi. Et donc, je pense que c'est ça, quand je dis une géopolitique des usages, dans ce monde qui nous tue, c'est-à-dire qu'il faut effectivement une empiricité de tous ces imprescriptibles-là, puis qui s'articulent de manière bigarrée. Il faut que ça communique, quoi. On ne sait pas c'est quoi ce plan de réalité imprescriptible, mais visitons-le. Merci. Merci beaucoup, Dali Giroux. Merci beaucoup, Mohamed Amer Méziane. Donc,